Alors, je vous ai parlé de la première méthode de détection. Nous allons maintenant parler d'une autre méthode de détection. J'en cite que deux, mais il y en a bien plus que deux. Donc cette deuxième méthode, c'est la méthode du transit. Donc, lorsqu'une planète passe devant une étoile, la luminosité de l'étoile baisse, ou la magnitude, selon le terme consacré. Donc, il suffit de constater la baisse de luminosité d'une étoile pour en faire découler la présence d'une planète. Donc, pour l'instant, la plupart des planètes ont été détectées via cette méthode du transit, car c'est la méthode qui est la plus facile à utiliser avec nos télescopes actuels. Donc, il y a par exemple le télescope spatial Kepler, qui sera bientôt remplacé par son successeur, le télescope spatial James Webb. Il y a aussi le télescope de l'Observatoire européen. Il y a aussi le Very Large Telescope. Il y a plein de télescopes qui s'attellent à l'observation et la détection des exoplanètes. Donc pour l'instant, la plupart des planètes qui ont été détectées, ce sont des planètes que l'on qualifie de Jupiter chaudes. Des Jupiter chaudes parce que ce sont des supergéantes, gazeuses, mais qui, étrangement, apparemment c'est très fréquent, mais ça n'est pas le cas dans notre système solaire. Donc c'est une planète de la taille d'une Jupiter qui orbite extrêmement proche de son étoile. Donc elles sont à des températures extrêmes, elles peuvent atteindre jusqu'à 2000 degrés Celsius en surface. Quand on pense que la planète la plus chaude du système solaire, c'est Vénus, et que ça atteint 240 degrés Celsius, on se dit que 2000 degrés, c'est quand même assez élevé. Donc vous entendez bien qu'une Jupiter chaude, ça n'a pas l'air d'être l'endroit super confort où on a envie de se poser, de coloniser avec son petit dôme et pour créer une nouvelle civilisation. Non, clairement, ça n'a pas l'air très bien. Donc on a envie de détecter des planètes qui seraient plus propices à la colonisation. Mais c'est compliqué parce que les planètes plus propices à la colonisation sont des planètes telluriques. Et les planètes telluriques sont par nature plus petites que les planètes gazeuses parce que il n'y a pas assez les planètes qui atteignent une certaine taille, eh bien, n'ont pas suffisamment de force gravitationnelle pour vraiment agréger tous les éléments lourds et pour qu'elles deviennent telluriques. Donc voilà, il faut des nouvelles méthodes de détection pour trouver ces planètes telluriques. Et si possible, en plus, on va essayer de les trouver à proximité, entre guillemets à proximité, parce que entre 10 et 50 années-lumière, on peut dire que dans tous les cas, c'est une paye pour y aller, quoi. Donc, on veut détecter des planètes telluriques et, si possible, pas trop loin du système solaire. Et il y a un nouveau satellite qui va être lancé, qui s'appelle TESS, le Transiting Exoplanet Survey Satellite. Et on a cet espoir, grâce à ce satellite, de détecter des exoplanètes entre 10 et 15 années-lumière de la Terre. Ben bon, vous comprenez, je suis sûr, que ça va être compliqué d'aller sur ces exoplanètes. Je vous ai raconté par le menu les difficultés du voyage vers Mars, qui se trouve seulement entre 50 et 400 millions de kilomètres selon la position sur son orbite. Donc vous imaginez qu'aller à une planète qui se trouve à 10 années-lumière, ça fait une sacrée trotte. Et juste une année-lumière, pour vous rappeler, vous savez sans doute ce que c'est, mais je vais vous le répéter, c'est la vitesse parcourue par la lumière pendant une année. Donc c'est-à-dire, on prend 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière, et donc vous savez qu'il y a X nombre de secondes par heure, puis jour, an, etc. On fait le calcul, donc c'est énorme, je vous donne pas le chiffre. Donc pourquoi vouloir observer des exoplanètes si on ne peut pas y aller ? Eh bien, on pourrait se dire tout simplement qu'on fait ça pour voir s'il n'y a pas une vie extraterrestre, pour savoir si on n'est pas seul. Je pense que c'est une pensée qui est toujours
animé les êtres humains. Ils ont toujours voulu savoir s'ils n'étaient pas seuls dans l'univers ou si effectivement il y avait d'autres civilisations extraterrestres. Donc pour cela, il faut trouver des planètes qui sont dans ce qu'on appelle la zone boucle d'or, Goldilocks Zone dans la langue de Shakespeare, ou en jargon scientifique, la zone habitable circumstellaire. Donc, en gros, c'est une zone autour d'une étoile dans laquelle se trouve une planète et qui permet à l'eau, à l'état liquide, d'être sur cette planète. Donc, en fonction de la taille et de l'énergie dégagée par l'étoile, la zone boucle d'or, eh bien, elle se trouve à différentes distances de l'étoile. Pour nous, dans le système solaire, c'est à peu près une unité astronomique, donc environ 150 millions de kilomètres. Nous, la planète Terre, elle est d'ailleurs au ras de la zone boucle d'or, à quelques millions de kilomètres plus proche du Soleil, on n'était plus dans la bonne zone. Donc il y a quelques exoplanètes intéressantes qui ont été découvertes, qui pourraient éventuellement héberger de l'eau à l'état liquide, et donc peut-être de la vie. De la vie, on ne sait pas trop sous quelle forme. Si ça se trouve, ce sont des espèces d'amibes bizarres ou des bactéries, ou peut-être des êtres qu'on n'arrive même pas à se représenter, limités que nous sommes par nos capacités de réflexion humaine. Donc, parmi ces exoplanètes, il y en a une qui orbite autour d'une naine rouge qui s'appelle LHS 1140. Donc, LHS 1140 se situe à 40 années-lumière de la Terre, et la planète détectée autour de cette naine rouge se situe dans la zone boucle d'or. Donc, c'est une bonne chose, et peut-être qu'on pourra y trouver de la vie, et les scientifiques en tout cas l'espèrent, mais pour cela il faudra développer des télescopes bien plus puissants, parce qu'en l'état des choses, les nôtres ne nous permettent pas d'observer de façon optique vraiment ce qui se passe dans l'atmosphère ou sur la surface d'une telle planète. Il y a également une autre planète qui a été détectée récemment, qui orbite autour de Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, c'est l'étoile qui est la plus proche de notre Soleil, à 4,23 années-lumière. Donc voilà, éventuellement candidate, en plus c'est la plus proche, donc pourquoi pas, si un jour on arrive à faire des voyages interstellaires, peut-être qu'on ira d'abord voir si ça trame quelque chose sur Proxima B, donc c'est la planète qui orbite autour de Proxima du Centaure. Puis il y a aussi le fameux système TRAPPIST, dont je n'ai aucun doute, vous en avez entendu parler. C'est une équipe de scientifiques belges facétieux qui ont découvert un système stellaire avec une étoile, je crois une naine blanche, si ma mémoire ne me fait pas défaut, avec 7 planètes telluriques qui orbitent autour de la naine blanche, et toutes dans la zone boucle d'or. Et donc, scientifiques belges, donc voilà, un certain sens de l'humour, et ils ont appelé leur système TRAPPIST, et voilà, les planètes s'appellent TRAPPIST 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc voici pour les planètes un peu prometteuses. Bon, tout ça, c'est vraiment fascinant, mais je trouve qu'il y a un élément encore plus fascinant dans la recherche de la vie extraterrestre, et on n'en a pas encore parlé. Donc déjà, il faut savoir que à peu près dans l'univers, on estime le nombre de galaxies à entre 100 et 200 milliards. Et on estime que par galaxie, il y a en moyenne 200 millions d'étoiles. Donc je vous laisse faire le compte, c'est gigantesque. Donc on peut se dire, forcément, il doit y avoir une civilisation quelque part sur une autre planète. D'autant plus que beaucoup d'étoiles sont plus âgées que le Soleil. Donc on se dit, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une civilisation suffisamment avancée pour avoir développé une capacité de voyage interstellaire, et pourquoi ils ne sont jamais rentrés en contact avec nous.
il y a un scientifique qui s'appelle, je crois, Drake, qui a écrit une équation en la matière. Je ne m'en souviens pas exactement, mais on compte il y a une donnée, une inconnue pour le nombre d'étoiles, une autre pour le nombre, pour la capacité à développer un voyage interstellaire, une autre pour développer éventuellement une vie intelligente. Bref, c'est un peu trop compliqué. Mais donc voilà, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de prise de contact, parce que forcément on a envie d'y croire, on se dit qu'il y a forcément une civilisation intelligente quelque part dans l'univers. Eh bien, il y a quelques hypothèses. Je ne vais pas être exhaustif dans ma description de ces hypothèses. L'une d'entre elles, c'est qu'en réalité, la vie extraterrestre est tout simplement rare, voire quasi inexistante, et qu'en fait, les conditions requises pour l'émergence de la vie seraient quasiment impossibles à réunir. Et donc, en fait, que la Terre, telle qu'on la connaît, c'est un concours de circonstances et qu'elle est absolument exceptionnelle et unique. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le théorème de la Terre rare. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est réuni pour qu'il y ait la vie sur la Terre, donc c'est-à-dire qu'on soit dans la bonne zone autour du Soleil, qu'il n'y ait pas eu de météorite qui a décimé la vie intelligente qui a pu émerger, le fait qu'on ait un satellite suffisamment grand pour qu'il y ait des marées, le fait qu'on ait un noyau central actif qui active le magma dans la Terre et qui a un effet comme ça de brassage interne, le fait qu'on ait Jupiter qui nous protège pour une raison que je ne connais plus, et le fait aussi que le système solaire se trouve à un endroit adéquat dans la Voie lactée, c'est-à-dire qu'on est suffisamment proche du centre galactique pour avoir des éléments lourds qui ont permis l'agrégation de planètes telluriques, mais suffisamment loin pour ne pas être happé par le trou noir qui règne au centre de la galaxie. Donc, bref, apparemment, c'est extrêmement rare d'avoir la vie intelligente et en tout cas de réunir même de la vie tout simplement, de réunir toutes les circonstances et les conditions nécessaires à l'émergence de cette vie. Alors, il y a une autre hypothèse pour répondre à ce paradoxe, car ce paradoxe dont je parle, c'est le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, c'est celui qui veut que... Pourquoi il n'y a pas de civilisation qui rentre en contact avec nous, étant donné qu'il y a forcément la possibilité qu'il en existe une. Donc, une deuxième hypothèse pour répondre au paradoxe de Fermi, c'est que la vie existe ailleurs, mais tout simplement pas dans une forme qui lui permette de communiquer. Donc, comme je le disais précédemment, il s'agit peut-être simplement de bactéries, d'amibes, peut-être de dauphins, certes très intelligent, mais c'est difficile de construire un vaisseau spatial avec des ailerons. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour les dauphins de faire des voyages interstellaires. Et enfin, il y a une dernière hypothèse que je trouve assez fascinante, c'est en fait que c'est dangereux de communiquer avec d'autres planètes et d'autres civilisations extraterrestres. Donc certains scientifiques sont de l'avis qu'on ne devrait pas du tout essayer de contacter d'autres civilisations. Et donc ce serait peut-être pour ça qu'on n'a pas été contacté par une vie extraterrestre intelligente, tout simplement parce que c'est un truc qui ne se fait pas, parce que vous voyez par exemple comment ça s'est produit quand la découverte de l'Amérique, je vous raconte pas comment ça s'est passé, mais c'était pas Jojo quand les civilisations se sont rencontrées. Donc peut-être que il pourrait se produire la même chose entre deux civilisations extraterrestres. Et d'ailleurs tout ça m'amène au disque d'or qui a été envoyé sur les sondes voyageurs en 1977. Je crois qu'à l'époque même, certains scientifiques, peut-être plus clairvoyants que d'autres, s'étaient exprimés en défaveur de l'envoi de ce disque d'or. Donc ces disques d'or se sont
des disques en or, donc, qui ont été gravés avec des morceaux de musique. Bon, il y a Mozart, il y a Bach. Bon, c'est des Américains, alors ils ont mis Chuck Berry aussi. D'accord, super. Les extraterrestres vont entendre Chuck Berry. Désolé si vous aimez Chuck Berry. Et donc, il y a aussi quelques informations supplémentaires, mais il y a aussi le positionnement exact de la planète Terre qui est gravé sur ce disque, qui a été mis sur cette sonde qui a été envoyée dans l'espace il y a 40 ans. Donc si une civilisation extraterrestre maligne ou malfaisante venait à trouver ce disque, ils auraient une carte exacte pour nous trouver. Donc voilà, peut-être pas l'idée du siècle. Merci pour votre attention.